et de venir partager avec nous ta passion des chèvres. Alors, si tu es bien connu à Stockholm, Nanjing et Madrid, bon, je ne suis pas certain qu'à Gradignan, et particulièrement ici, tu sois très connu, mais bon, comme tu connais aussi bien que moi cette belle phrase, c'est bien connu, nul prophète, nul n'est prophète dans son pays. Alors, mesdames et messieurs, et chers amis, qui est Antoine Kremer. Alors, nombreux sont ceux qui lui trouvent un air d'éternel étudiant. Et en effet, tu restes, Antoine, avec un peu plus de 3 fois 20 ans, très très jeune. Alors, tu aimes beaucoup les desserts et les cannelés à la farine de gland. Je ne savais pas comment manger la farine de gland, mais bon. Tu avales, alors tu aimes beaucoup les desserts, mais aussi tu avales les kilomètres à vélo comme un illustre cannibale belge, je veux dire Eddy Merckx, qui a dû marquer ta jeunesse comme moi. Lapis-la-Pébi, le canal du Midi, Bordeaux, Strasbourg, plus de 1000 km en vélo, que de kilomètres et que d'étapes avalées, et que d'étapes universitaires aussi avalées, de l'école forestière des Barres de Nogent sur Vernisson, où tu obtins ton diplôme d'ingénieur forestier, jusqu'à l'obtention de ton doctorat de génétique quantitative à l'université de Paris-Sud-Orsay. Eh bien, ton parcours de scientifique à l'INRA fut mené au rythme de la musique rock avec passion, énergie et rage, à l'image de tes idoles Bob Dylan, Jimi Hendrix et Jim Morrison. Alors en 1977, tu as commencé ta carrière de chercheur à l'INRA, c'est Stas, où tu fus recruté en tant que généticien par Michel Arbez, directeur à l'époque de la station de recherche forestière, qui est présent ici. Merci d'être venu, cher Michel Arbez et cher Janot. Alors, tu formas un sacré tandem de généticiens avec l'illustre Philippe Paradin. Vous alliez révolutionner à vous deux l'activité scientifique forestière à Pierrotto. Et en 88, tu décrochas déjà le grade de directeur de recherche, titre qui couronne, ne l'oublions pas, chers amis, les meilleurs chercheurs des établissements de recherche de France, ce que l'on appelle les EPST, CNRS, INRA, INRIA, INSERM, etc. Alors, comme finalement le col du Tourmalet pour les cyclistes. Alors, en 2003, tu fus nommé DU. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est directeur d'unité lors de la création de l'UMR, l'unité mixte de recherche biogéco. C'est pas la purée, pour ceux qui ont mon âge, un peu plus. Non, c'est biogéco, c'est biodiversité, gènes et communauté. Alors, tu étais à la tête d'une 60aine de chercheurs, enseignants, chercheurs et ingénieurs, plus une quinzaine de techniciens et administratifs. Tout ça valait bien le grade de DR1, non? Bon, chose faite, bingo, en 2007. Tu fus nommé co-directeur après du LABEX Côte. Tout ça valait bien le grade de DRE, non? Chose faite, en 2011. Et comme le cannibale belge, Antoine enchaîne les titres et distinctions comme des Grand Prix de classique. 2006, Marcus Wallenberg. 2007, Chevalier de la Légion d'honneur. 2011, les lauréats de l'INRA. 2015, docteur honoris causa de l'Université Polytechnique de Madrid. 2018, directeur de recherche émérite à l'INRA. Et 2021, conférencier à Culture et Société. Enfin, nous t'attendions depuis pas mal de temps. Alors, cher Antoine, par tes travaux sur la génétique quantitative des populations de gènes, tu as démontré que s'il y a des hommes remarquables, comme toi, il y a aussi des individus remarquables parmi les arbres. Alors, nous allons écouter
un grand amoureux des arbres aussi, Gilles Vigneault, avec son amour des chênes. Alors, c'est là. Est-ce que c'est lui qui t'a inspiré? Je ne sais. Bon, on pourra, en tout cas, réfléchir à ça. Alors. Mais non, t'as coupé le son. Ah, comment tu sais? Là en bas. En bas, oui. Bah, Mais Non, non, en bas de la vidéo. Bah, pourquoi il s'est mis là? Ah, c'est toi qui as cliqué dessus. Et là, il a coupé. Non, tu as coupé là. Arrête de couper le son. Tu l'as encore coupé. Voilà, bon. Ah bah c'est là. Ah, bah oui, mais là, parce que j'ai coupé. Voilà, bah écoute, cher Antoine, bah, à toi la parole. Et merci. Merci Mustapha pour cette chaleureuse introduction. Et donc, je vais vous parler comme l'indique. Il faut que tu mettes. Oui, je vais donc vous parler d'échelle. Je pense que tout le monde en est au courant. Alors, il est inutile de vous présenter les chaînes. Nous vivons tous dans l'hémisphère nord, proche d'un chêne, quel que soit l'endroit où vous êtes, à l'exception des hautes altitudes ou des hautes latitudes, vous êtes toujours proche d'un chêne dans l'hémisphère nord. Donc je dirais que ce sont des espèces qui font partie de notre identité écologique collective, en quelque sorte. S'il vous plaît, c'est possible de mettre le micro devant parce que j'ai du mal à vous entendre. Ah, Voilà, comme ça, merci. ok, excusez-moi. Et donc, Merci monsieur, désolé de vous non. avoir. Et donc, les chaînes, alors je vais aller là pour faire passer, défiler les diapos. Alors, comme je disais, nous vivons tous proches d'un chêne, et donc ils font partie de notre identité. Alors, c'est pas la Légion d'honneur, tu l'as déjà eu de toute façon, mais c'est un simple micro, peut-être que. Comme ça, vous pouvez écouter. D'accord. Non. Ok, non. D'accord. Alors, ça, Ah ben tu le mets, c'est allumé. oui. C'est allumé. Donc tu prends le micro normalement, Antoine. Mais ça, c'est à enregistrer pour que justement des malentendants dans la salle peuvent éventuellement donc vous allez- écouter. vous entendez Il y a mieux si plusieurs, je il y a fais ça. plusieurs malentendants dans la salle. Merci beaucoup. Ah, ok. Donc, Bon, bah, très bien. alors c'est pour ça que c'est important de mettre le micro Le micro devant. assez, Vous mettez le micro. assez proche. Comme s'il mangeait une glace, mais il n'a pas compris. Bien qu'il fasse partie de notre espace de tous les jours, on sait finalement peu de choses. On se dit que ces espèces sont là, présentes depuis toujours, ils sont permanents, et on les connaît relativement peu, et on connaît surtout très peu leur histoire. Alors c'est leur histoire aujourd'hui que je vais raconter, et pour cela je vais prendre un certain nombre de libertés, je vais transgresser les échelles de temps. On ne sera pas forcément à nos échelles humaines,
mais également les échelles spatiales pour vous conter cette histoire des chaînes. Alors les chaînes, de qui parle-t-on, hein? De qui s'agit-il? Eh bien, si on parle des chaînes, il faudrait parler collectivement des chaînes. Il y a en gros à peu près 430 à 450 espèces au niveau mondial. Donc c'est des espèces extrêmement nombreuses. À titre de comparaison, si vous prenez notre genre, le genre Homo, nous ne sommes plus qu'une seule espèce. Nous étions 4-5 espèces il y a encore quelques dizaines, voire centaines de milliers d'années, mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus qu'une seule espèce. Ici, le genre Quercus, lui, comprend encore au niveau mondial plus de 400 espèces. Et encore, comme je disais, on ne les connaît pas tout en temps. Les chiffres qui sont indiqués ici nous donnent l'état des connaissances actuelles sur le nombre d'espèces identifiées et reconnues dans les différents continents. On voit tout de suite que c'est beaucoup plus riche en Asie et en Amérique qu'en Europe, et on reviendra sur cette inégalité, en quelque sorte, de richesse d'espèces plus tard dans la présentation. Alors, les chaînes sont très variables, hein, comme il y a 430 espèces distribuées de par le monde, il y a une très forte variation qui peut être facilement illustrée par la variabilité des formes des feuilles. Ici, c'est toutes ce qu'on appelle les chaînes blanches. J'arriverai sur ce terme-là également par la suite. Vous voyez des formes très différentes. Dans le groupe des chaînes rouges, pareil, on note une certaine permanence des formes lobées, hein, mais ce n'est pas le cas toujours. Vous voyez des espèces qui ont des feuilles qui ressembleraient plus à des feuilles de châtaignier. Donc le caractère lobé, donc une présence de lobes sur les feuilles, n'est pas un caractère universel au sein des chaînes. Mais ce qui fait l'unité du groupe, des 430 espèces, c'est qu'ils ont tous des glands, hein, quelles que soient les espèces dans les différents continents. Je vais montrer quelques photos venant de différents endroits du monde. Voilà une espèce qui vient de Chine, Quercus malatotrica. Et vous voyez, bon, elle a des glands, elle a des feuilles lobées. Une autre espèce ici qui vient du Mexique, pareil, des présences de glands. Une autre espèce, alors ça, qui est remarquable par la taille des glands. Vous voyez à droite la main de l'utilisateur et le cache d'un objectif Nikon. Et vous voyez la taille du gland, plus grosse qu'une orange. C'est pratiquement les glands les plus grands que j'ai pu voir, mais ça reste toujours des glands. Alors, puisqu'on est là-dedans, on peut encore montrer quelques-uns qui ont des formes plus sympathiques, voire très artistiques, comme vous voyez ici. Hein, c'est toujours les glands, la cupule est beaucoup plus ornée. Et alors, puisqu'on est toujours là-dedans, il y a des formes très, très particulières, très belles. Voilà, ça. Donc l'unité, hein, s'il y a une unité au sein du genre, au sein de toutes ces espèces, c'est les glands, la présence de glands. Alors, bon, les 430 espèces, on ne va pas raconter l'histoire globale de toutes ces espèces. Je vais, dans ma présentation, me concentrer un peu plus à toutes celles qui nous sont communes. Communes en France, mais communes également dans notre région, hein, où les quatre colorés, la chêne Cécile, pédonculé, pubescent et tausin, sont présents en Aquitaine. Alors, ici, localement à Bordeaux, c'est surtout le pédonculé et le tausin. On a également le chêne vert, notamment le long de la côte atlantique, hein, bien sûr dans le sud-est aussi, et puis le chêne liège aussi. Finalement, c'est disons, les 6 espèces qui nous sont plus familières et d'origine naturelle dans la région que nous habitons. Et donc, par la suite de l'exposé, je reviendrai souvent sur l'une, l'autre ou plusieurs des espèces qui nous sont plus communes. Alors, avant, qui en a déjà parlé, hein, on va parler des chênes, de leur histoire, je vais revenir un peu des gens qui ont essayé d'étudier, qui ont traité des chênes. Raconter une histoire, ça permet également de raconter l'histoire de ceux qui l'ont raconté, de ceux et celles. Et le premier, sans doute, qui a parlé des chênes, d'un philosophe grec, Théophraste, qui était philosophe et naturaliste, et qui, dans un des chapitres de ses ouvrages, a pour la première fois évoqué
le nom de chêne. Alors je vais faire un grand saut dans l'histoire et parler finalement de la classification des espèces et la classification des chênes. C'est Linné, la nomenclature des espèces qu'on utilise encore aujourd'hui, et celle de Linné. Pour toutes les espèces, on a généralement le nom du genre. Alors, pour les chênes, c'est Quercus. Alors en français, c'est chêne. En anglais, c'est oaks. Vous verrez souvent sur les diapos le nom oaks, ça veut dire chêne. Donc le nom du genre, qui est suivi, qui est un nom latin, qui est suivi d'un qualificatif, c'est souvent un adjectif, qui qualifie soit la forme, soit la couleur. Alors ici, Quercus robur, le robur, ça correspond au chêne pédonculé. Et puis qui est suivi d'une lettre qui est l'initiale du premier botaniste qui a décrit l'espèce en question. Donc toutes les espèces de plantes et toutes les espèces au monde sont qualifiées ainsi. Pour nous, pour l'homme, c'est bien sûr Homo, le genre, Sapiens, et je crois que c'est également N, parce que c'est Linné qui est le premier à qualifier Homo sapiens, enfin le nommer en latin, notre espèce humaine Homo sapiens. Donc c'était important de revenir sur Linné, parce que c'est lui qui a finalement échafaudé ces nomenclatures, qui est encore utilisée aujourd'hui. Et après, il y a eu toute une flopée de botanistes qui ont essayé de mettre de l'ordre dans ces 430 espèces. Et depuis donc, ces 2 derniers siècles, voici quelques photos des botanistes qui ont travaillé là-dessus. De Candolle, le français, Georges Bentham était un anglais, Cauchy un autrichien, Borstedt un danois, un américain et un Schwartz. Schwartz, c'est un allemand. Donc toutes ces personnes ont essayé d'échafauder une classification qu'on s'y retrouve dans ces 430 espèces. Et bien sûr, beaucoup de polémiques et de débats, et les choses se sont un peu clarifiées récemment, notamment grâce aux données génétiques et à l'analyse du génome de ces espèces. Enfin, c'était important de rappeler un peu la contribution de ces personnes à la classification. Et ceci est dû au fait, pourquoi une classification était difficile? Parce que ces espèces étaient distribuées sur le monde entier, et en fait, il fallait avoir accès à tous les échantillons pour pouvoir les comparer entre eux et les classer. Et quand vous regardez les ouvrages qui existent, c'est souvent des ouvrages qui concernent une région du monde. J'en ai ramené un certain nombre là-bas. Vous voyez les chênes de Californie, les chênes d'Inde, du Népal et du Bhoutan, les chênes d'Amérique du Nord, etc. Vous avez les chênes du Mexique, les chênes de Taïwan et de Chine, et puis c'est toujours localisé, les chênes d'Asie. Il y a eu un guide récemment qui est plus global, qui décrit les chênes au niveau mondial, mais il y a une seule classification qui a été faite au niveau mondial, et je pense qu'il est important d'insister là-dessus, et qui a été le fait d'une femme et d'une botaniste française. Et elle a encore fait, et elle fait encore autorité aujourd'hui. Cette botaniste est Aimée Antoinette Camus, qui a vécu donc à la fin du siècle dernier, et qui a écrit un ouvrage monumental qui fait en 3 tomes, qui vous voyez plus de pratiquement 3000 pages. J'ai amené un tome là-bas, ce qui est agrémenté de 522 planches qui décrivent les différentes espèces, avec 5 à 40 illustrations par planche. J'ai ramené un certain nombre de planches là-bas. Et en fait, son œuvre est une œuvre collective, je dirais presque familiale, parce que sa sœur, qui était peintre impressionniste, qui s'appelle Blanche Célestine Camus, a fait tous les dessins et les planches qui illustrent ce document botanique. En voici une illustration de ces planches et de ces descriptions, j'en ai quelques-unes ici. Aimée Antoinette Camus était la fille d'un pharmacien, qui avait, souvent les pharmaciens ont des goûts également pour la botanique, qui l'avait aidé à la botanique. Et elle n'a eu aucun diplôme dans sa vie, et elle passait son temps à décrire les espèces. À une époque où la France avait beaucoup de colonies, notamment en Asie du Sud-Est et ailleurs dans le monde, et donc les botanistes qui parcouraient le monde entier envoyaient des échantillons au muséum et aimaient
décrivait les espèces et les échantillons qu'elle recevait. La petite histoire nous dit qu'elle n'est jamais sortie du muséum pendant toute sa vie, et elle a décrit la monographie qu'elle a faite sur les chênes. Elle a fait une autre monographie sur des gens qui étaient présents en Asie du Sud-Est, sans avoir jamais vu ces espèces dans leur milieu. Et alors pour finir sur Aimé Camus, voilà un portrait de sa sœur, qui est une peintre impressionniste. Si vous allez sur Google et vous faites Blanche Célestine Camus, vous allez voir qu'elle a fait de très belles peintures. Et donc il m'a paru important de rappeler un peu cette contribution d'une femme qui était souvent méconnue, alors peut-être également à l'époque, les femmes dans le domaine de la science n'étaient pas reconnues à leur niveau. Elle n'a eu aucun diplôme. Et elle a fait une œuvre qui est aujourd'hui saluée par le monde de la botanique. Donc voilà pour ceux qui ont décrit. Alors, pour finir là-dessus, ces espèces, la classification qu'a fait Aimé Camus, elle a classé les espèces en différentes. Alors, rassurez-vous, c'est juste pour vous montrer ce qu'elle a fait. Elle a classé les espèces, les 430 espèces, en différentes, ce qu'on appelle des sections, selon leurs différences, leurs références, classées principalement sur la base de la morphologie, soit des feuilles, soit des troncs, enfin, de ce qu'elle avait comme caractère morphologique accessible. Plus récemment, avec l'analyse du génome, la séquence du génome, l'analyse totale de l'ADN, la classification a été totalement refaite, mais basée sur des données génétiques et génomiques. Et ce travail a été fait par 3 botanistes américains, Manos, Yip et Denk. Ça vient d'être publié l'année dernière, vous voyez, donc c'est très récent. Et vous avez ici la classification aujourd'hui admise, les différentes couleurs, par ces 3 auteurs botaniques. Et vous avez à côté les couleurs équivalentes montrent où se trouvaient les espèces qui sont classées ici par ces 3 botanistes dans la classification de Camus. Vous voyez que Camus ne s'était pas trompé de beaucoup en ayant accès qu'à la partie morphologique. Finalement, il n'y a que certaines de ces sections qui regroupaient plusieurs sections différentes aujourd'hui, reconnues à partir de leur génome. Voilà donc pour ceux qui ont décrit un peu le genre et la classification de cette espèce. Alors maintenant, quelle est vraiment leur histoire de ces chênes? Alors quelques mots, avant d'aller en détail dans l'histoire, quelques mots sur les méthodes. Comment est-ce qu'on peut finalement raconter ou reconstituer l'histoire d'un être vivant, d'une espèce végétale ou animale? Aujourd'hui, finalement, on utilise deux sources d'information, 2 types. Soit des données paléontologiques, des choses qu'on trouve comme des fossiles, en quelque chose, qu'on trouve dans les sols ou dans d'autres conditions de milieu. Et alors, l'intérêt ici des chênes, c'est que comme c'était des espèces qui étaient très présentes au cours de l'histoire, ils ont laissé des restes fossiles, paléontologiques, très nombreux sur les différents continents. Vous voyez ici une feuille de chêne imprimée dans une roche, un fossile, un exemple de fossile. Ici, des grains de pollen, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, c'est des espèces qui ont laissé des traces fossiles importantes. Et qu'est-ce qu'on trouve comme traces? On trouve des traces de toutes sortes. Tout à l'heure, j'ai montré des feuilles. Voici des traces, finalement, de chatons mâles, de chênes, qui ont plus de 30 millions d'âge, des fossiles qu'on trouve aujourd'hui. Et j'ai mis à côté une photo des chatons actuels. Vous voyez, donc, le type de traces que l'on peut retrouver et qui peuvent donc aider à connaître l'endroit et le moment où une espèce a été présente sur la surface du globe. D'autres disons, sources plus récentes et beaucoup plus macroscopiques, ce sont par exemple des anciens troncs de gravière. Alors là, on ne peut pas remonter que 10 000 ou 20 000 ans, mais à la fin de l'âge glaciaire, il y a beaucoup d'arbres qui ont été charriés finalement par les fleuves et qui se sont retrouvés finalement sur les berges des fleuves et que l'on découvre aujourd'hui dans des gravières par exemple. C'est le cas dans la vallée du Rhin où plusieurs centaines de troncs ont ainsi été découverts qui ont l'ordre de 10 000 à 40 000 ans. Et donc
c'est des échantillons très importants, on peut retrouver toutes sortes d'informations, y compris d'ailleurs de l'ADN des canaux. Une autre source d'informations, toujours fossile, c'est par exemple des forêts submergées. À la fin du dernier glaciaire, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas et il y a des forêts entières qui ont été submergées avec le réchauffement climatique post-glaciaire. Et aujourd'hui, quand il y a les grandes marées, vous voyez les régions ici, c'est en Angleterre, dans le pays Wales en anglais. Le Pays de Galles, voilà, le Pays de Galles, décidément. Et le Pays de Galles, donc, vous retrouvez des friches qui peuvent finalement offrir autant de restes fossiles. Et puis il y a les restes également qui sont plutôt archéologiques. Les premières populations humaines qui se sont établies en Europe se sont établies aux berges de lacs sur finalement des habitations qui étaient construites sur pilotis. Et finalement, comme c'était sur des pilotis, les pilotis en question étaient souvent en chaîne et étaient submergés d'eau. Ils ont été relativement bien conservés et aujourd'hui on peut en retrouver au fond des lacs encore, qui également offrent autant de sources de matériel et notamment, quand ça a été bien conservé, on retrouve également là-dessus de l'ADN. Donc, et puis la dernière source d'information disponible, paléontologique, ce sont les grains de pollen. Les grains de pollen, en fait, la coque du grain de pollen, l'enveloppe de grain de pollen est extrêmement dure et elle se conserve dans le sol. Et donc, si vous faites une carotte dans un sol, notamment dans les tourbières, vous retrouvez dans cette carotte des grains de pollen. Donc, et si vous savez dater finalement le niveau dans lequel vous êtes dans le sol, à ce moment-là, vous pouvez dire que telle ou telle espèce dont on retrouve des grains de pollen ici, on sait qu'elle était présente à telle ou telle époque. Les espèces ont souvent des formes de grains de pollen particulières qui permettent d'identifier les espèces. Alors, ce n'est pas souvent au niveau SQS qu'on peut identifier, des fois on en reste au niveau du genre, c'est le cas notamment des chênes. Alors là, on ne peut finalement reconnaître que les espèces à feuilles décidues ou les espèces à feuilles persistantes. Donc ça, c'est les sources d'information qu'on peut pour retracer l'histoire d'une espèce d'origine fossile. Et puis il y a une deuxième catégorie finalement d'informations qu'on peut utiliser pour reconstituer l'histoire, qui est l'information génétique. Donc celle qu'on trouve dans le code génétique d'une espèce donnée. Pour cela, qu'est-ce que c'est que le code génétique? Le code génétique, c'est une suite de 4 lettres. J'ai mis ça ATCGC. Organisé de manière différente. Et chez un individu donné, cette séquence, par exemple, chez l'homme, ça représente plus de 3 milliards de caractères. Chacun d'individus a plus de 3 milliards de ces caractères-là, ce qui représenterait 3000 livres de 1000 pages chacun. Le génome de l'homme a été complètement décodé en 2001. À l'époque, ça avait pris 10 ans et ça a coûté 3 milliards. Le génome du chêne, on l'a décodé il y a 3 ans, totalement. Il est bien plus petit, vous voyez, à peu près un tiers du génome de l'homme en taille, ce qui représente 750. Vous voyez les chiffres. Alors, à titre de comparaison, ici, ça a pris 10 ans. Ici, ça a pris 1 an. Ça a coûté quelques centaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, donc 3 ans après, si je fais la même chose, c'est fait en 1 semaine et ça coûte 160 euros. Donc ça vous montre la vitesse à laquelle finalement le progrès pour l'analyse des génomes des individus. Donc, si vous déchiffrez tout ça, alors bien sûr vous avez besoin d'ordinateurs, c'est des données informatiques qui sont stockées sur des gros ordinateurs, mais qui permettent, si vous pouvez comparer la séquence de ces caractères chez chaque individu
et on va voir les différences qui existent. Et c'est ces différences qui vous permettent de reconstituer l'histoire. C'est ce que je vais illustrer maintenant. Tout simplement parce que de temps en temps, lors de la méiose, quand l'information est répartie dans les gamètes, eh bien, il y a des erreurs de copies qui sont faites, et des fois, de temps en temps, une lettre est changée dans une autre, c'est ce qu'on appelle une mutation. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous regardez cette séquence, donc, je considère 4 arbres, imaginez que vous avez une série d'1 milliard de caractères comme ça, et si vous les comparez caractère par caractère, vous allez voir que certains individus ont des choses différentes. Voilà, celui-là a un C au lieu d'un A, ici il a un A au lieu d'un C, etc. Et vous allez voir de telles différences, et en moyenne, dans le génome, chez le chêne, il y a une différence pratiquement toutes les 20, ce qu'on appelle toutes les 20 nucléotides. Chez l'homme, c'est beaucoup moins polymorphe, il y a une différence tous les 1000 à 2000 nucléotides. Une fois que vous avez cette information, la question que vous allez poser, quel est l'ancêtre et quel est l'autre, parce que l'un a dérivé de l'autre forcément à un moment donné de l'histoire. Eh bien, vous allez utiliser un principe, qui est le principe de parcimonie, et qui est de dire que finalement, le changement s'est fait d'un arbre à l'autre, de sorte que le nombre de changements soit minimal. Et donc, du coup, sur cette base-là, on peut dire que c'est sans doute celui-là, l'ancêtre, qui a donné celui-là, parce qu'il n'y a eu qu'un seul changement. Pour passer de celui-là à celui-là, pareil, il n'y a eu qu'un seul changement, c'est ici. Pour passer de celui-ci à celui-ci, il n'y a qu'un seul changement aussi. Donc, ce qui vous permet un peu de donner la séquence de la manière dont ces changements sont faits. En plus, on sait à combien de ces changements ont lieu par unité de temps, parce qu'on a ce qu'on appelle une horloge moléculaire. On sait le taux de mutation, et donc le nombre de mutations qu'il y a par unité de temps. Du coup, ça vous permet donc de reconstituer l'arbre, ce qu'on appelle la phylogénie, la généalogie en quelque sorte, des différents individus, puisqu'en plus, vous avez également une échelle de temps qui est donnée par l'horloge moléculaire. Donc l'utilisation sur un très grand nombre de caractères, plusieurs milliards, et comme il y a beaucoup de différences d'un individu à l'autre, ça vous permet de les remettre dans l'ordre de leur généalogie et de leur phylogénie. Donc voilà la méthode, je donne des grands principes. Après, c'est du calcul, les principes sont ceux-là. Et donc on utilise à la fois ces données-là et les données fossiles précédentes pour reconstituer toute l'histoire. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on a obtenu chez les chefs? Et alors voilà, le résultat, ça vaut le coup d'être ficelé. On a fait l'analyse sur toutes les 4 pratiquement, enfin non, on n'a pas toutes les 400 espèces, mais on a au moins 300. On a eu l'honneur que ce soit publié dans Scientific American l'année dernière, donc pour la science en France, la traduction, et il y a également un numéro spécial d'une revue New Phytologist, enfin spécialisée dans le domaine de la botanique et de la génétique, qui a finalement illustré les résultats, et je vais vous les montrer ici. Ça a l'air bien compliqué. Vous avez ici toutes les espèces pour lesquelles le génome a été analysé, tel que je l'ai indiqué précédemment, donc il y en a plusieurs centaines, et vous avez ici toute la généalogie derrière. Alors vous n'y voyez pas grand-chose, parce que la diapo ne permet pas de l'illustrer bien, mais on va se placer cela dans la géographie. Donc vous avez ici toutes les espèces, que j'ai montré un peu moins, pour que ce soit plus clair. Chaque ligne bleue là, et toutes ces espèces correspondent à une espèce. Vous avez ici leur généalogie, comment les unes ont dérivé des autres. Et en face de chaque espèce, si vous avez le lieu de sa présence dans le monde, selon qu'elle est soit en Amérique du Nord, soit en Europe, soit en Asie. Et vous voyez là clairement, à partir de ce tableau et de cette répartition, qu'on a finalement tout ce groupe-là qui descend de cet ancêtre là-haut, qui se trouve en Amérique du Nord, avec quelques-uns de ces groupes-là, de groupe jaune ici, et de groupe violet, qui se trouvent également en Europe, également en Asie.
Par contre, tout ce groupe ici ne se trouve qu'en Asie et qu'en Europe. Donc, c'est placé un peu de manière différente et daté. J'ai mis ainsi quelques chiffres ici. La séparation là, des deux grands groupes qui se trouvent en Amérique du Nord s'est fait à peu près à 40 millions d'années. Le genre lui-même, les chênes, tous les chênes en quelque sorte, sont nés à peu près il y a 56 millions d'années. Et ceux qui nous sont particuliers en Europe, ceux-là, donc ceux-là qu'on trouve, les violets qu'on trouve ici en Europe, eh bien, ils sont là depuis à peu près 12-18 millions d'années. Et je vais essayer de replacer les quelques espèces que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont présentes dans le sud-ouest de la France. On les trouve donc, les violets, ceux-là font partie des violets, donc qui sont dérivés des États-Unis, enfin de cette branche-là, que l'on trouve surtout en Amérique du Nord. Le chêne-liège, qui lui est noir, et qui appartient donc à ce groupe-là, qui vient surtout d'Asie, et le chêne vert, lui, qui est jaune, enfin orange, et que l'on retrouve également, finalement, en Asie. Donc, plus simplifié encore, on voit donc que nos chênes que l'on trouve en Europe viennent de deux origines, les chênes blancs qui sont venus d'Amérique du Nord et qui sont finalement venus en Europe à l'époque où il y avait une connexion en Atlantique Nord, où l'Amérique du Nord était connectée au Groenland et était connectée également à ce qu'on appelle la Phéno-Scandinavie. Et donc il y avait une liaison continentale qui permettait cette migration. À l'inverse, les chênes comme le chêne-liège, les chênes verts sont venus d'Asie et qui reliaient à l'Europe au travers de ce chapelet d'îles qui se trouvait dans cette mer qu'on appelait la mer Tétis à l'époque finalement de l'Oligocène. Alors là, on est entre moins 20 millions et moins 30 millions d'années. Donc les chênes qu'on a, les 6 que j'ai montrés au début, finalement viennent de deux origines très très différentes, qui sont d'une part soit une origine américaine pour les chênes blancs, soit une origine asiatique pour les chênes venant enfin, le chêne-liège ou le chêne bleu. Alors j'ai dessiné, j'ai mis ça sur une carte, enfin une carte qui essaie contemporaine de ces événements de migration. Évidemment, on trouve des cartes plus détaillées qui vous montrent un peu comment l'Europe était connectée à l'Amérique du Nord à cette époque, donc à la fin. Alors là, on se trouve, je pense, à l'Éocène, je pense. Et donc, vous voyez, vous retrouvez ici la carte, vous devinez l'Europe ici, la Scandinavie, le Groenland, ici vous avez l'Angleterre, l'Islande et l'Amérique du Nord. Tout cela était plus ou moins connecté et permettait donc les mouvements de migration entre ces différents continents. Et ça, c'était le cas également pour l'Asie, entre finalement l'Asie du Sud-Est et l'Europe. Donc pareil, on se retrouve au début de l'Éocène. Donc nos chênes, enfin des chênes que l'on connaît, ont leurs ancêtres qui sont venus finalement de deux continents différents, soit d'Amérique du Nord, soit d'Asie. Alors après, une fois que ces ancêtres, on sait d'où ils venaient, les chênes, on a regardé plus en détail les 4 chênes blancs, ça c'est les chênes blancs, ceux qui viennent d'Amérique. Comment ils ont eux-mêmes divergé, donc le chêne pédonculé, le chêne sessile, le chêne pubescent et le chêne tausin. Et bien eux, ils sont apparus il y a à peu près 10 à 5 millions d'années. Donc et tous les chênes qu'on connaît aujourd'hui, finalement, remontent à cette époque. Donc ils ont entre 5 et 10 millions d'années, en quelque sorte. Alors on peut comparer ces chiffres, si vous voulez me donner 5 à 10 millions d'années. Si je compare ça à l'homme, c'est finalement le début des hominidés, et donc la famille à laquelle appartient l'homme. Le genre Homo, lui, est beaucoup plus récent, et à 3 millions d'années, et Homo sapiens, lui, on est à 200 000 ans. Donc, vous voyez des différences d'âge des espèces. Homo sapiens, à peu près 200 000 ans. Les chênes blancs que l'on connaît ont de l'ordre
de 5 à 10 millions d'années. Voilà. Alors, depuis, donc là, on se retrouve il y a 5 à 10 millions d'années. Et après, comment ces chaînes se sont diversifiées? Alors on a moins d'éléments, puisque là, les espèces, depuis 5 ou 10 millions d'années, on retrouve les mêmes espèces. Et après, les seuls éléments qu'on a sont les éléments de migration durant les phases glaciaires et interglaciaires. Alors, depuis le Quaternaire, donc depuis à peu près 5 millions d'années, le climat en Europe est caractérisé par une alternance de périodes froides et de périodes chaudes. On appelle les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires. Il y a eu en gros à peu près une quinzaine de tels cycles. Une période glaciaire finalement dure de l'ordre de 100 000 ans. Une période interglaciaire plus chaude dure à peu près 10 000 à 20 000 ans. Nous sommes aujourd'hui, on est ici aujourd'hui, donc on est dans un interglaciaire bien sûr, un peu plus chaud, et on est pratiquement au bout d'un interglaciaire. On devrait d'ici quelques millénaires aller de nouveau vers un âge glaciaire. Enfin, d'ici quelques millénaires. D'aucuns disent que les changements climatiques actuels risquent de modifier ces cycles naturels, mais on n'a quand même pas d'éléments précis sur ce sujet. Alors, ce qu'on a bien étudié, c'est comment les espèces, finalement, quand le climat était contenu dans une période glaciaire, voilà ce à quoi ressemblait l'Europe. Vous aviez le nord de l'Europe qui était couvert de glace, pratiquement jusqu'au nord de la France, le nord de l'Allemagne, l'Angleterre, ça c'était de la glace. Le centre de l'Europe c'était de la steppe et de la toundra, et donc tout cela était inhabitable pour la végétation, pour les arbres. Par contre, pendant une période interglaciaire, c'est celle qu'on connaît actuellement, bien sûr le centre d'Europe et le nord de l'Europe lui-même était totalement, tout à fait habitable par les arbres. Donc ce qui se passait, c'est que quand il y avait une période glaciaire, eh bien, les arbres étaient repoussés, ils ne pouvaient pas survivre ici, ils étaient repoussés au sud. Soit l'Espagne, soit l'Italie, soit les Balkans, soit la Turquie, qui étaient les seules zones finalement où les espèces pouvaient survivre. Et puis quand on était dans une période interglaciaire, eh ben, les espèces ont migré vers le nord. Et donc elles ont fait ce yo-yo-là régulièrement. Au moins 15-16 fois, puisqu'il y a eu autant de cycles de glaciation durant le Quaternaire. Alors, ces choses-là, ces cycles-là, ont eu des effets. Parce que, finalement, les espèces ne pouvaient pas migrer, il y avait des contraintes géographiques à la migration. Les montagnes sont toutes orientées en Europe est-ouest. Vous avez les Pyrénées, vous avez les Alpes, vous avez les Carpates, et puis en plus vous avez la mer Méditerranée. Donc les mouvements migratoires n'ont pas pu être aussi faciles en Europe qu'il l'était finalement en Amérique du Nord, où les montagnes étaient orientées nord-sud. Ce qui explique qu'on a eu durant cette période finalement une très forte extinction des espèces. Vous avez ici représenté le nombre d'espèces en blanc là, actuelles, et le nombre d'espèces au début des glaciations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Vous voyez qu'en Europe, on a perdu considérablement en espèces durant cette période glaciaire, au début des ères glaciaires. Alors qu'en Amérique du Nord, le nombre d'espèces, et en Asie également, le nombre d'espèces n'a pas souffert de ces changements de climat. Alors combien d'espèces ont disparu chez les chênes? On ne le sait pas très bien, parce que ça, il faudrait qu'on puisse identifier toutes elles s'il existait avant cette phase glaciaire. Et ça, ces chiffres, à partir de données fossiles, ne sont pas tous disponibles. Mais en tous les cas, il y a eu une extinction, et ça se ressent aujourd'hui au niveau des chiffres. Vous voyez les chiffres en nombre d'espèces de chênes que l'on trouve en Europe par rapport à l'Amérique du Nord et par rapport à l'Asie. Donc, au début du Quaternaire, il y a eu une extinction d'un certain nombre d'espèces de chênes en Europe. Alors,
Après, ce qu'on a surtout pour regarder en détail, c'est la manière dont la recolonisation de l'Europe s'est faite à la fin de la glaciaire. Comment, une fois que le climat était devenu plus doux, comment les espèces finalement ont recolonisé l'Europe. C'est ce qu'on a essayé de voir ici à partir des données polliniques. Donc c'est les données de pollen, de fossiles pollen, datées. Les points verts indiquent la présence de chênes à partir du pollen il y a à peu près 15 000 ans. Et vous avez finalement, ces figures illustrent la présence des chênes par tranches de 1000 ans successives. Et vous voyez progressivement que les chênes ont finalement recolonisé l'Europe au cours finalement des derniers millénaires pour aboutir à peu près à la situation actuelle, qui a été acquise d'ailleurs pratiquement il y a 6000 ans. Les choses ont relativement peu bougé. Elles ont migré vers le nord jusqu'à vers 6000 ans et après ça s'est relativement stabilisé. Alors ça c'est les mouvements donc, de migration post-glaciaire. Du coup on a fait également de l'analyse génétique là-dessus, sur ces populations actuelles. Et quand on regarde aujourd'hui l'analyse génétique, donc les types génétiques, les mutations, les différents variants génétiques qui sont indiqués ici par des couleurs, on voit ici différentes couleurs qui correspondent à des types génétiques différents. Et quand on regarde en détail d'où sont originaires ces types, on les a reclassés d'après leur généalogie en lignées jaunes, qui sont essentiellement présentes à l'ouest, en lignées bleues, qui viennent plutôt de l'est, et en lignées rouges, qui viennent plutôt de l'Italie. Et donc, plus en détail, on voit que tout, j'ai représenté ici, que les types qui appartiennent finalement à la lignée jaune, la lignée atlantique, ils sont tous présents uniquement à l'ouest de l'Europe, à l'ouest finalement d'une ligne finalement Barcelone-Stockholm. Et donc tous ces chênes-là sont finalement originaires de l'Espagne. Ils ont migré comme ça vers le nord, avec le réchauffement climatique. Les chênes qui se trouvent, qui ont la lignée rouge, la lignée génétique rouge, vous voyez qu'ils sont présents essentiellement au centre de l'Europe. Et bien, eux, ils sont venus finalement d'Italie et ont réussi à passer les Alpes pour monter pratiquement jusqu'au niveau de Stockholm. Et puis, alors, il y a une lignée bleue qui est beaucoup plus présente dans l'est de l'Europe et qui est probablement originaire des Balkans. Alors, à l'époque, on n'avait pas pu accéder aux populations ici, dans les Balkans. La plupart des forêts étaient encore minées et donc on ne pouvait pas avoir d'échantillons. Donc on a un peu un point d'interrogation ici, mais on suppose que ces populations sont originaires de cette région balkanique. Et quand on regarde donc en France, ça c'est présent des différentes lignées en France, vous voyez tous les chênes présents ici, à l'ouest de cette lignée-là, qui sont jaunes, orange ou blancs, viennent d'Espagne, les bleus viennent des Balkans derrière, et les rouges viennent d'Italie. Ça, c'est retracer ça en comparant à la fois leurs types génétiques, qui sont indiqués par les couleurs, et les données polliniques qui finalement permettaient de dater ces événements. Donc c'est représenté un peu ici, par des flèches, les différents mouvements de migration de ces populations. Alors, les questions qu'on peut se poser sur la migration, comment finalement s'est passée cette migration? Qu'est-ce qu'on a pu gagner comme information sur les capacités de ces espèces à recoloniser à l'Europe? Alors, il y a deux grandes leçons à tirer de cette analyse. Un, c'est la leçon relative à la vitesse de migration, et deux, le rôle qu'a pu jouer l'hybridation, toutes ces espèces s'hybrident entre elles, et nous allons voir que l'hybridation a joué un rôle essentiel dans la migration de ces espèces. En ce qui concerne la vitesse, je rappelle ici donc la présence des chênes par tranche de 1000 ans. Il y a 13 000 ans, ils étaient ici, à 8 000 ans ici, à 11 000, etc. Donc,
c'est cette analyse, une analyse synthétique des figures que j'ai montrées précédemment. Et bien, si on analyse ce schéma-là, on arrive à des vitesses moyennes finalement de migration qui étaient de l'ordre de 400 mètres par an avec le réchauffement climatique. Et ces vitesses sont bien plus importantes que ce que nous laissait suggérer les acteurs biologiques de la migration, qui peuvent être soit les oiseaux, les geais, soit les rongeurs. Et ça a été un grand mystère de savoir mais qu'est-ce qui a pu finalement contribuer ou réaliser, ou comment cette migration a pu être aussi rapide. Pour ce faire, on a essayé de faire, on s'est aidé de la simulation pour comprendre un peu les mécanismes par lesquels ces espèces ont migré. Donc on a simulé la migration qui peut être due à ces agents-là. Donc sur un schéma, sur un ordinateur, voilà l'espace global, l'espace occupé par les chaînes, et puis on rentre une fonction de migration qui est illustrée ici, et on regarde comment l'espèce avance en calant finalement cette théorie sur ce qu'on sait sur ces agents. Ben, quand on fait ça, on arrive à des vitesses qui sont très faibles et qui sont de l'ordre de 100 mètres par an. Et ce n'est pas ce qu'on a observé dans la réalité. Et alors, pour comprendre ce qui se passait, on a imaginé un deuxième scénario où, de temps en temps, en plus que ce qu'on a vu précédemment, eh bien, on va avoir des migrations à très longue distance, mais très, très rares, très en amont du front de migration. C'est représenté ici. Imaginez un migrant ici, des glands qui sont dispersés ici. Ils vont créer une population, ils vont se multiplier. Et donc, cette nouvelle population qui s'est créée va elle-même se répandre, celle-là aussi. Et à un moment donné, ils vont se joindre. Et en plus, il y a le front qui avance. Et donc, tout cela accélère considérablement le système. Et même avec des événements rares de 1 pour 1 million, on arrive finalement à expliquer que l'espèce a pu se disperser à raison de 400 mètres par an. Si on prend le premier mécanisme que j'ai évoqué, on arrivait de l'ordre de 100 mètres par an. Si on y ajoute les événements de migration rares et à longue distance, on arrive à des vitesses de l'ordre de 400 mètres par an. Mais pour autant, on n'a pas résolu le problème. Ok, si c'est ça qui s'est passé, si on a eu effectivement des espèces de sauts de puce à très longue distance, mais qui a bien pu faire ces sauts de puce? Puisque ce n'est pas les oiseaux, ou imaginez qu'on peut y avoir certains oiseaux, mais qui est-ce qui a pu faire finalement ces grands sauts à longue distance? Alors, il y a eu toutes sortes d'interprétations, mais une des interprétations est que finalement, c'était peut-être l'homme. Parce qu'à cette époque-là, l'homme se nourrissait de glands. Et on le sait par des documents historiques, et on le sait également par des documents archéologiques. Je vais montrer ici un document archéologique. Alors, Eikan, ça veut dire gland, si vous voyez ce mot-là. Ce titre de cet article, c'est le rôle de la consommation des glands durant la préhistoire. Par exemple, cette fosse à glands qui a été étudiée en préhistoire, en archéologie, en Belgique. On a trouvé une fosse à glands qui pouvait contenir de l'ordre de 69 000 glands. Et donc qui témoignait un peu de stockage de la nourriture des glands pour s'en nourrir, notamment durant l'hiver. Il y a d'autres, je ne vais pas montrer d'autres, il y a beaucoup de références archéologiques qui montrent que l'homme se nourrissait de glands, mais surtout il y a également des documents historiques. Il y a le géographe grec Strabon qui mentionnait que les populations, notamment dans le nord de l'Europe, se nourrissaient de glands, par exemple. Il disait les 3/4 de l'année, ils se nourrissent de glands. D'abord, ils les laissent sécher, ensuite ils les triturent et les moulent en fabriquant un type de pain, etc. Il y a d'autres documents historiques, notamment par Pline l'Ancien, qui est donc le naturaliste qui a accompagné César quand ils sont venus dans les Gaules, et qui montrait, ici il s'agit de la description de ce qui se passait en Espagne, on fait sécher les glands, les épluche, on les moue, on fait la farine, etc. Donc, l'homme finalement, se nourrissant de glands, migrait avec le réchauffement climatique dans le même sens finalement, et a sans doute contribué également, emmener des glands avec lui, et a sans doute contribué à la migration.
On peut regarder ça plus en détail en comparant les mouvements de migration de l'homme et les mouvements de migration des chiens. Ça, c'est le scénario de la migration d'Homo sapiens depuis 40 000 ans, depuis qu'il a envahi, depuis l'Asie mineure, l'Europe. Les données archéologiques dont on dispose montrent qu'il y a eu deux voies de migration, une au nord finalement des Carpates et des Alpes, la voie verte là, ici vous avez des années en millions d'années, 42 000, 43 000 ans, et un second mouvement migratoire plutôt vers le sud. Ça c'est donc inféré à partir des données archéologiques dont on dispose. Quand on compare ça finalement à la distribution des types génétiques de chênes, je montre ici, je reviens sur la fameuse lignée orientale, la lignée bleue. Eh bien, la lignée bleue, elle est principalement présente au nord des Alpes. Bien sûr, il y en a quelques-uns au sud, mais les majorités étaient vraiment présentes au nord des Alpes. Et on ne peut pas exclure que finalement, elle soit le résultat de la migration de l'homme, de la voie bleue qu'on avait également vue tout à l'heure, qui passait par le nord des Alpes, et qu'à partir de là, l'homme n'est plus installé des populations de chênes, à partir il y aurait été autant d'îlots permettant à ces chênes après à migrer vers le nord. Alors bien sûr, on n'a pas de preuve de tout cela. Tout ça, c'est des éléments de coïncidence, mais qui associés entre eux, rendent finalement ce scénario vraisemblable. Mais ce n'est pas évidemment pas certain. C'est difficile à démontrer. On ne peut que comparer des éléments d'histoire et de migration permettant d'arriver à ce type de conclusion. Donc voilà ce qui concerne donc la vitesse de migration. Alors un deuxième très très important qui a finalement contribué à cette histoire, c'est l'hybridation. Alors ces chênes sont multiples, ces espèces sont multiples, et en plus elles s'hybrident entre elles. Elles partagent une partie de leur génome, et la question qui était posée, est-ce que cette hybridation finalement, à quoi sert-elle ? Est-ce qu'elle a contribué à cette migration? En quoi elle a contribué? Eh bien, on s'est aperçu, alors on a étudié ça très en détail, notamment entre les 4 espèces de chênes blancs. Alors elles s'hybrident entre sections botaniques, pas entre sections. Donc les chênes, ces 4 chênes-là, quand ils sont ensemble, s'hybrident. Ils se croisent. Alors on en a la preuve, je vais vous montrer ici un peuplement de chênes qui se trouve dans le Gers, là, qu'on a étudié à Briouan. Les couleurs indiquent les différentes espèces par rapport à leur génome, le chêne pédonculé, donc le chêne sessile, le chêne pubescent, le chêne tausin. Et regardez la variation de forme de feuilles, qui témoigne autant de mélange finalement, d'hybridation, un peu en tous les sens, entre ces 4 espèces. Donc ces espèces s'hybrident. La question posée, comment est-ce que cette hybridation a joué un rôle important ou pas dans la migration de ces espèces? En plus, on s'est aperçu, par l'analyse génétique des populations, en fait que cette hybridation était récente. Nos travaux en génétique des populations ont montré que l'hybridation, les échanges entre ces espèces ont finalement commencé il y a 30-40 000 ans, et à 30-40 000 ans, on est à la fin du glaciaire. Avant, ces espèces vivaient isolément génétiquement. Alors, soit elles étaient dans des endroits différents, ne permettant pas des échanges, soit elles étaient proches les unes des autres et n'échangeaient pas. Mais en tous les cas, elles ont échangé beaucoup depuis le réchauffement glaciaire. Et donc la question qui se posait, c'est pourquoi ils ont échangé et à quoi ça leur a servi. Alors on a trouvé 2 explications du rôle de cette hybridation. À la fois, non seulement on a trouvé des explications, mais des explications vérifiées par les analyses génétiques. Alors ça va être un peu plus compliqué à poursuivre, mais j'ai schématisé cela par un schéma montrant comment cette hybridation a permis à ces espèces à se disperser. Je représente ici le chêne pédonculé en vert sombre et le chêne sessile. Le chêne pédonculé, parce que les glands sont pédonculés, est plus facilement dispersé par le jet. Donc imaginons que ce chêne pédonculé est dispersé, les glands sont arrivés ici et se développe une population, c'est des chênes qui se reproduisent et qui créent un peuplement de chênes pédonculés.
le chêne sessile est légèrement derrière, et le chêne sessile va, dans un second temps, envoyer son pollen. Il envoie son pollen, bien sûr, il s'hybride ici aussi, mais il va s'hybrider avec ces chênes pédonculés qui sont ici, et donc va se créer ici une population hybride de chênes pédonculés. Alors j'ai mis en vert plus tendre. Et si ces croisements continuent, si la génération suivante de chêne sessile envoie toujours son pollen, et ben les hybrides ici auront tendance à devenir de plus en plus chêne sessile, jusqu'au niveau de certaines, quand même, je sais pas, 5 à 10 générations, devenir entièrement sessile. Donc le chêne sessile, finalement, s'est installé chez les chênes pédonculés, non pas en migrant par grêle, par blanc, mais en s'hybridant. C'est comme si c'est une histoire d'autostop, de covoiturage. Finalement, le chêne pédonculé a emmené avec lui le chêne sessile grâce à l'hybridation. Donc une espèce a entraîné une autre lors de la migration grâce à ces croisements. Alors plus surprenant encore, quand on analyse après le génome du chêne sessile, eh bien, on s'aperçoit que le chêne sessile, finalement, qui s'est restauré là-dedans, eh bien, il n'est pas devenu entièrement sessile. Il a gardé un certain nombre de gènes qui lui venaient du pédonculé, et ces gènes qui lui venaient du pédonculé, finalement, lui ont servi à quelque chose, lui ont servi à s'adapter au milieu. Quand on analyse aujourd'hui les chênes sessiles, tous les chênes sessiles, ils ne sont jamais sessiles à 100%. Quand on analyse leur génome, il y a entre 10 et 15% de leur génome qui vient d'ailleurs, qui vient d'une autre espèce, au cours de l'histoire, grâce au croisement qu'il y a eu. C'est un peu, je reviens sur l'image de l'homme, nous savons aujourd'hui que nous-mêmes, notre génome est formé de 2 à 5% de gènes qui venaient d'espèces néandertales, qui a vécu il y a 50 000 ans ou 100 000 ans en Europe, à cause des échanges qu'il y avait eu à l'époque. Ben, ces espèces-là ont échangé et à chaque fois ont récupéré des gènes de notre espèce. On peut se demander à quoi ça servait. Dans le cas de l'homme, on sait aujourd'hui que ces 2 à 5% qu'on garde de Néandertal, c'est pas n'importe quoi. C'est ce qui a permis à Homo sapiens à s'adapter au climat froid en Europe. Il venait d'Afrique et ça lui a permis à s'adapter au froid en Europe. Et bien, chez le chêne sessile pédonculé, quand on a analysé cela, on a récemment comparé des populations venant de chênes sessiles venant de différents endroits en Europe et venant également de 2 vallées de l'Uz, alors les 2 vallées pyrénéennes. J'ai schématisé ça par ces 2 triangles-là. Ça représente les différentes populations de chênes, de forêts de chênes à différentes altitudes. Ces chiffres indiquent les altitudes dans les vallées de l'Uz et la vallée de l'Ossau. Et après, on a regardé en détail dans leur génome, qu'est-ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont leur génome uniquement sessile ou est-ce qu'ils ont eu quelque chose d'ailleurs qui leur aurait servi à quelque chose? Et bien, quand on regarde cela, on s'aperçoit que les populations d'altitude, soit à Ossau, soit à Luz, soit des populations de haute latitude, ici une population irlandaise, eh bien, ont toutes significativement plus de gènes venant du chêne pédonculé. Pourquoi est-ce qu'on trouve préférentiellement des gènes du chêne pédonculé chez les chênes sessiles qui se trouvent en altitude et dans le nord de l'Europe? Probablement parce que le chêne pédonculé est mieux adapté aux latitudes plus froides. Quand on regarde la distribution des 2 chênes en Europe, voilà le chêne pédonculé, on le trouve jusqu'à l'Ural, voilà le chêne sessile. Donc globalement, l'espèce chêne pédonculé est beaucoup mieux adaptée au froid et l'espèce chêne sessile a récupéré ses gènes pour coloniser la haute altitude, notamment dans les Pyrénées. Alors on sait aujourd'hui que c'est le froid parce qu'on a analysé en détail après les gènes en question pour savoir de quels gènes il s'agissait précisément. Donc on voit que l'hybridation a servi à 2 choses. 1, par un mécanisme d'autostop, elle a permis d'emmener les autres espèces. Une espèce en a emmené une autre. Et puis, par l'hybridation, une espèce a également récupéré chez une autre espèce les gènes qui l'intéressaient, qui pouvaient lui servir
pour mieux s'adapter au milieu. Bon, alors, on peut voilà un peu résumer toute cette histoire, et donc on ne peut pas s'empêcher maintenant de poser la question mais aujourd'hui et demain, comment elle continue cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Surtout dans le contexte des changements climatiques, donc des éléments de contrainte beaucoup plus forts que nous connaissons aujourd'hui. Qu'est-ce qui va devenir de ces espèces et qu'est-ce qu'elles vont devenir dans les années qui viennent? Alors, il y a deux échappatoires possibles, ou deux mécanismes possibles par lesquels ces espèces, finalement, peuvent répondre à ces nouvelles contraintes environnementales. Soit elles bougent, donc on bouge et on suit le climat. Okay. Et à ce moment-là, rien ne change, mais il faut pouvoir suivre le climat. Soit l'autre alternative, on reste sur place, mais alors si on reste sur place, il faut s'adapter au climat plus chaud. Donc, c'est un peu vu de manière dichotomique et caricaturale, mais finalement, ces deux optiques, on peut raisonnablement poser la question, qu'est-ce qui est possible pour les chênes dans le contexte de ces deux stratégies possibles pour finalement s'accommoder du changement climatique? Alors, la première possibilité, la migration. La question qu'on peut se poser de combien ces espèces devraient migrer pour suivre le climat. Alors pour cela, on s'est utilisé de la simulation et on a essayé de visualiser le climat qui est optimal pour le chêne dans le contexte de différents scénarios climatiques. C'est la surface jaune, suivez la surface jaune et la surface verte. La surface jaune et la surface verte indiquent les zones géographiques dans lesquelles le climat serait favorable aux chênes à la fin de ce siècle. Alors, les différentes fins de figure indiquent les différents scénarios climatiques devenant de plus en plus sévères avec ce que nous connaissons des scénarios échafaudés par le GIEC. Les zones rouges indiquent les zones dans lesquelles le climat ne serait plus favorable aux chênes. Donc globalement, ce qu'on constate, ça c'est la situation actuelle. On est parti de là. Et donc voilà, et donc ça donne une idée de la vitesse de déplacement du climat. Donc, la zone jaune, c'est là, le climat reste constant, elle se déplace en fait. Climat favorable au chêne. Donc pour que le chêne puisse suivre l'hypothèse, suivre le climat, migrer pour s'accommoder, il faudrait donc qu'il puisse se déplacer, disons, de 100 à finalement pratiquement 500 à 1000 km vers l'est en un siècle. C'est ça qu'il devrait pouvoir faire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On peut s'inspirer, déjà, est-ce qu'on constate aujourd'hui de la migration chez les chênes? Alors on l'a fait un peu en regardant les chênes, la migration du chêne vert, là dans le sud, le long de la région atlantique, où il y a plusieurs forêts domaniales et où on a des données sur la présence de chênes verts à différentes époques, depuis plus d'un siècle, les surfaces, ça c'est la forêt domaniale à Tourcoing, avec la présence de chênes verts dans différentes parcelles qui sont coloriées en vert, et dans une autre forêt, la forêt d'Olonne, pareil. Et donc si on regarde, on peut finalement utiliser ces figures pour quantifier la migration du chêne. On arrive en un siècle à de l'ordre de 3 km. Finalement, il s'est déplacé naturellement de l'ordre de 3 km. Rappelez-vous tout à l'heure, la figure que j'ai montrée, il faudrait qu'il puisse se déplacer de 100 à 500 km en un siècle. Alors, donc, et on peut résumer un peu ce débat en disant, voilà ce qu'il faudrait faire. Il faudrait arriver à se déplacer de 100 à 500 km. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est ce que nous prédisent la vitesse de changement climatique à partir des scénarios du GIEC. Ce qu'on a vu actuellement, c'est de l'ordre de 3, se déplacerait à une vitesse de 3 km par siècle. Ce qu'on a vu tout à l'heure, durant le réchauffement glaciaire, avec les données polyniques dans le passé, c'est de l'ordre de 400 mètres par an, soit 40 km en un siècle. Donc si on compare ces trois chiffres, on voit tout de suite
que naturellement, ces données-là de migration qu'on a observées soit dans le passé, soit qu'on observe aujourd'hui, n'arriveraient jamais finalement à suivre la vitesse de déplacement de climat. Donc, bien sûr, tout ça est basé sur des simulations au départ. Et puis là, on ignore les capacités d'adaptation. On dit simplement, le scénario, ou l'hypothèse, c'est l'espèce peut migrer et suivre les climats. Mais elle peut également rester sur place et s'adapter. Donc c'est la deuxième hypothèse, et l'adaptation. Là, la question est vraiment posée, parce que quand on regarde, ça c'est des photos qui ont été prises il y a un mois, que j'ai prises il y a un mois, dans la forêt de Troncé. La forêt de Troncé est considérée comme l'une des plus belles forêts de chênes sessiles en France. Sinon, la plus belle, considérée comme une futée d'exception. Vous voyez ici, dans différentes parcelles, c'est du chêne sessile. Des arbres qui commencent à manifester des descentes de cimes et en nombre. Et donc, il y a eu et il y a actuellement des problèmes de mortalité, de dépérissement, et qui sont notamment consécutifs à 3 années de sécheresse. Ça, c'est les années 2018, 2019 et 2020. Et représenté ici, vous avez finalement la réserve hydrique relative du sol, et en rouge le seuil du déficit hydrique. Donc tout ce qui est en dessous est en déficit. Donc on a eu 3 années très très sèches. Et finalement, 2021, heureusement pas, mais 2018, 2019, 2020 ont été très très secs, et surtout 3 années consécutives. Et ce qu'on observe aujourd'hui est sans doute le résultat de cette crise climatique qui s'est répétée sur 3 années. Alors du coup, ça nous a conduit à regarder un peu plus dans le passé comment se sont comportés ces chênes à l'occasion d'autres crises climatiques. Parce qu'il y en a eu autour du XXe siècle, il y a eu plusieurs crises de sécheresse très aiguës. Alors j'ai représenté ici pour 3 forêts, parce que c'est 3 forêts qu'on suit, Rhénaux-Vadieu, Versay et Troncé. En 1921, donc ça représente le nombre, ce chiffre-là, représente le nombre de sécheresses extrêmes par décennie. Dans les années 1920, il y a eu une année très très sèche qui est 1921. Et ça reste dans les annales l'année la plus sèche encore à ce jour. Il y a eu une très forte sécheresse cette année-là. Dans les 3 forêts, ça c'est des indices de sécheresse extrême calculés avec des données, des indices qui nous sont connus. Il y a eu également dans les années 30 des événements de sécheresse, et puis en 1976, je pense que tout le monde se souvient ici de l'année de sécheresse 1976, et qui également a été ressenti dans les 3 forêts. Un chercheur de l'INRA de Nancy a fait une analyse des dépérissements en Europe pendant le siècle dernier. Les dépérissements de chênes en Europe jusqu'aux années 60. Il a noté qu'il y a eu 3 finalement séquences de sécheresse. Les années 20, de 21 à 26, réduire de dépérissement, où en Sologne, enfin différentes régions du centre de la France, on a eu des dépérissements. Les années 40, pareil, et puis les années 80 à la suite. Donc vous voyez, ces 3 finalement événements de dépérissement, finalement, ont suivi ces crises de sécheresse que j'ai évoquées précédemment. Donc c'est clair qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise de sécheresse très importante, il y a eu des dépérissements. Mais l'autre leçon à tirer de ces dépérissements, c'est que, ok, il y a eu des dépérissements chroniques, consécutifs généralement à des événements climatiques extrêmes, comme je l'ai montré précédemment, et qui sont généralement suivis du coup après par des cascades d'attaques d'insectes, parce que les arbres sont affaiblis, les insectes s'y mettent, les pathogènes s'y mettent, et finalement tout cela aboutit à des mortalités. Mais quand on regarde plus en détail, on s'aperçoit que ces mortalités sont rarement totales. Il y a toujours des individus finalement qui subsistent et qui finalement témoignent de la très forte diversité génétique qui existe dans ces peuplements.
Généralement, elles étaient également limitées aux chênes pédonculés, mais aujourd'hui, on les voit apparaître également sur le chêne cécile. Et surtout, ce qu'on voit aussi, c'est qu'à la suite de ces crises, au moins au siècle dernier, quand on retournait dans ces forêts qui ont connu ces crises, eh ben, vous n'y voyez plus grand-chose. Ces peuplements ont récupéré les quelques individus qui avaient survécu, ont réensemencé, et il y a eu une forme de récupération et donc de résilience de ces peuplements qui ont réussi à surmonter cette crise. Les années plus récentes, la succession des 3 années pose cependant la question quid quand on a plusieurs années successives de crise, comme on en a vu, est-ce qu'il peut y avoir récupération et résilience, comme on l'a vu précédemment? On ne le sait. Alors, l'autre solution, l'adaptation intra-espèce, l'autre solution, c'est naturel, c'est l'hybridation avec les chênes méditerranéens. Il se trouve que les chênes tempérés que l'on a en Europe, chênes cécile pédonculés, tausin, etc., ont toutes des espèces apparentées méditerranéennes. Ça, c'est le nombre d'espèces de chênes que vous trouvez à différents endroits en Europe. Vous voyez que c'est beaucoup plus riche dans le sud, et que dans le nord, en Europe tempérée, il n'y a plus que cécile pédonculé pubescent ici, et puis ici, plus que cécile pédonculé. Ici, vous ne retrouvez plus que le chêne pédonculé. Donc c'est beaucoup plus riche dans le sud, et les espèces qui sont au sud, en Espagne, peuvent s'hybrider, notamment chez les chênes blancs, peuvent s'hybrider avec les espèces tempérées. Mais l'hybridation, et donc on peut espérer que les espèces des régions tempérées peuvent récupérer les gènes, comme ce qu'on a vu précédemment, parce qu'on appelle introgression. Le problème, c'est que ça ne se fait pas tout de suite. Il faut plusieurs cycles, générations, pour que naturellement, les gènes finalement présents de ces espèces-là puissent être récupérés, en quelque sorte, par hybridation, par les chênes qui sont au nord. Donc certes, cette solution est une solution possible, mais elle est à beaucoup plus long terme et se place dans une temporalité beaucoup plus longue que celle à laquelle finalement vont se prononcer les changements climatiques qu'on nous annonce. Alors, du coup, l'homme sera obligé d'intervenir pour faciliter soit la migration, comme j'ai dit tout à l'heure, soit l'adaptation aussi. On peut évoquer raccourcir les générations, de ne pas faire tourner l'évolution plus rapidement. En plus, aujourd'hui, on s'est aperçu que les chênes très anciens, en fait, ils ont été sélectionnés pendant des climats qui étaient beaucoup plus froids, notamment le petit âge glaciaire, et en fait, sont mal adaptés. Aujourd'hui, maintenir ces chênes vieux, ils vont transmettre des gènes finalement aux jeunes générations et des gènes mal adaptés. Donc on a toute raison de vouloir finalement de faire tourner les générations plus rapidement pour finalement favoriser une intervention plus rapide. Diminuer les densités aussi des peuplements pour réduire finalement la consommation en eau, la compétition pour l'eau, et puis miser sur la diversité, accroître le nombre d'espèces et la diversité à l'intérieur d'une espèce pour faciliter l'adaptation. Donc, en tous les cas, ce que j'ai indiqué précédemment, les quelques constatations à la fois en termes de possibilités d'immigration ou possibilités d'adaptation nécessiteront une intervention humaine, et ça, c'est quelques interventions humaines que l'on pourrait mentionner. Bon, je suppose que vous en avez marre d'écouter, c'était un peu long, et donc je vais conclure. Je ne vais pas faire de très longues conclusions, mais je pense qu'il y a quelques leçons qu'on peut tirer de cette histoire des chênes et des leçons finalement qui trouvent également un écho dans nos propres populations humaines. La première chose qu'on peut dire, c'est que ces chênes, c'est un peuplement de migrants. Finalement, sans migration, ces espèces n'auraient pas survécu. Je pense que c'est une caractéristique inhérente à tout organisme vivant. Pour se maintenir, il faut pouvoir migrer justement pour coloniser des milieux nouveaux auxquels on est adapté. Et donc ce qu'on voit ici pour les chênes, finalement la migration, elle a eu lieu à toutes les époques et elle leur a permis de se maintenir et de s'enrichir. Donc c'est une notion assez importante sur finalement sur ces espèces-là. Le deuxième point qu'on peut également mentionner,
c'est finalement le sens de l'échange et de l'entraide. Un peu ce que j'ai appelé autostop, une espèce en a emmené une autre. Et l'entraide, finalement, c'est également l'introgression adaptative, une espèce à récupérer des gènes d'une autre espèce. Mais là, il faut être plusieurs espèces pour cette entraide des êtres. Nous, chez Homo, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Enfin, c'est quand même je pense, une caractéristique importante, des choses qu'on ignorait. Par exemple, l'hybridation, on s'est toujours demandé quel a été le rôle de l'hybridation dans l'évolution. Et aujourd'hui, on voit que finalement, cette hybridation, elle a permis à la fois de se répandre et deuxièmement de s'adapter. Et puis le dernier point que je voudrais mentionner, c'est, oui, tout au long de cette histoire, on a vu des interactions avec l'homme et des fois une certaine complicité. L'homme a aidé le chêne à migrer et le chêne a également aidé l'homme pour toutes sortes de besoins, pour sa société et y compris pour sa culture. Voilà, je vous remercie et je voulais juste... deux diapos supplémentaires. Si vous en voulez savoir plus sur les chênes, il y a une société internationale qui s'appelle la International Oak Society, la Société internationale des chênes, qui publie son journal qui s'appelle les chênes internationaux, mais des informations de toutes sortes, pas seulement en biologie, mais en culture, en histoire, donc il y a des documents très très bien. Ils ont l'International Oak Society a également son site internet, donc voilà, International Oak Society. Et ils ont développé un site également où vous avez la description de toutes les espèces précises et en termes de botanique très, très affinées, calées sur les dernières données à la fois génétiques en termes de classification. Et puis vous trouverez également des informations sur mon site internet, sur les chaînes, beaucoup plus que ce que j'ai montré aujourd'hui, si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie. On a tout compris. La génétique, c'est incroyable que vous mettez autant de temps à découvrir. Nous, on a compris. C'était limpide. Bon. Voilà l'illusion quand on est près de gens savants qui nous expliquent simplement. On comprend, mais. Voilà, alors, quelques questions, parce que je suis sûr que ce que je viens de dire, c'est un peu léger, on n'a pas tout compris. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, profitez-en. Oui? Comment est-ce que le pollen arrive, dans votre migration exceptionnelle, il fallait que le pollen aille à une distance exceptionnelle. Alors c'est par le vent peut-être. Le pollen des chênes. Le pollen des chênes est transmis par le vent. Dans une forêt, la surface est très irrégulière, la canopie est très irrégulière. Vous avez des mouvements de turbulence de l'air. Et souvent des mouvements de turbulence qui s'accompagnent de mouvements ascensionnels. Et le pollen peut être emporté par ces mouvements ascensionnels, se retrouver dans les hautes couches de l'atmosphère. Et là, les mouvements d'air sont beaucoup plus importants et à plus longue distance. Et on pense que c'est ça le cheminement qui permet au pollen d'aller au-delà de plusieurs dizaines, voire quelques centaines de kilomètres, certes en fréquence très rare. Alors, à ces hautes couches de l'atmosphère, il est également exposé plus au rayonnement ultraviolet. Et il n'est pas sûr qu'il survive, que le pollen survive. Mais des essais ont été faits récemment où on a exposé justement les pollens à de telles densités de rayonnement et qui ont permis de montrer quand même que certains grains de pollen pouvaient tenir le coup. Donc ces mouvements ascensionnels,
la plupart du pollen ne va pas très loin, mais il y a une fraction du pollen qui peut aller très loin, qui est beaucoup plus faible, mais qui peut aller très loin. Mais c'est elle qui finalement va transmettre les gènes qui sont intéressés. Si vous voulez, si on se passe dans le contexte du changement climatique, hein, vous dites aujourd'hui, les climatologues vont vous dire, le climat à Paris, dans 100 ans, ça va être le climat qu'on a aujourd'hui à Bordeaux. Okay. Alors, la question est posée, mais les chênes qui sont à Paris, est-ce qu'ils vont pouvoir finalement résister? Mais les chênes qui sont à Bordeaux, ils peuvent envoyer leur pollen jusqu'à Paris. Certes, en fréquence faible, peut-être, j'exagère peut-être là en distance, mais au moins en 2 générations peut-être. Et donc ces mouvements de pollen, finalement, peuvent suivre plus rapidement également le climat que la seule migration de graines. Donc là encore, alors le problème c'est que on mise là sur des événements, de telles migrations vont forcément être des événements rares. Hein, ils ne vont pas être très fréquents. Mais c'est des événements rares qui peuvent avoir des effets biologiques très importants. Parce que ces événements rares peuvent contribuer à une adaptation locale qui va être supérieure à l'adaptation des populations locales. Et donc les individus qui vont être issus de cette hybridation de pollen venant du sud vont pouvoir être mieux adaptés, sans doute, que les individus locaux.